Nous sommes de retour avec Columbo, et lui aussi revient après une longue absence des écrans. Précédemment, nous avons décortiqué la série dans les années 70, incluant Steven Spielberg, Jack Cassidy ou encore la mystérieuse épouse du lieutenant. Et bien sachez que Madame Columbo aura les honneurs d'un nouvel angle dans la suite de ce 10e dossier qui s'attarde sur la période 1989-2003. En avant, lieutenant. C'est le 6 février 1989, soit 3 jours après le décès de l'immense John Cassavetes, à qui l'on doit 2 enquêtes de Columbo, que ABC accueille l'inspecteur de Los Angeles pour animer quelques-uns de ses lundis soirs. En effet, à cette époque, la série est en rotation avec 2 autres programmes policiers. Peter Falk, qui a pu enchaîner les tournages sur grand écran dans les années 80, Deux filles au tapis, Big Trouble ou encore Les ailes du désir dans lequel il joue son propre rôle, fait un retour enthousiaste dans l'imperméable beige qu'il ne quitte jamais sa garde-robe. Tout un symbole, le réalisateur de la dernière affaire de Columbo sur la NBC en 1978 est celui-là même qui signe « Il y a toujours un truc ». Son nom, Leo Pin. Tout le monde est heureux de revoir l'inspecteur et un univers qui restait sur une note un peu amère avec l'apparition d'une série dérivée, Madame Columbo, portée par Kate Mulgrew et qui s'est contentée de 13 épisodes, diffusés de 1979 à 1980. Soyons honnêtes, ce n'est pas le contenu des intrigues, la distribution, les plans, les références de la Peugeot 403 au chien, non, le problème fut le postulat de départ. Dévoiler le visage de Madame Columbo revenait à faire apparaître en chair et en os Charlie dans Les Drôles de Dames ou d'offrir une incarnation au Big Brother de 1984. Si tout le monde croyait que Columbo c'était fini pour de bon, la naissance d'une Madame Columbo à la télévision consistait à enterrer une seconde fois une série qui avait fait les beaux jours du petit écran durant 10 ans. Et puis quelle idée de faire divorcer les époux Columbo pour prétexter la naissance de ce programme hasardeux. Peter Falk a passé le cap de la soixantaine quand il reprend du service dans une enquête portée sur la magie et plus précisément la télépathie. Exit les formats un peu aléatoires de Columbo, ABC exige des épisodes de 90 minutes. Point. Quelques scènes peuvent paraître longuettes, mais Columbo ajoute une ruse à sa palette. L'inspecteur ayant pris 10 ans d'âge, il prend des allures de grand-père dans ce retour de la série. Encore beau et fringant dans les années 70, l'inspecteur endort un peu plus ses adversaires en jouant le bénet un peu dépassé par la technologie. Alors, bien que très attendu, le retour de Columbo est accueilli en demi-teinte à l'époque. Peut-être que le personnage n'a pas réussi à faire sa mue alors qu'en 10 ans, la télévision s'est beaucoup modernisée. Côté budget, il y a eu un hic. L'acteur principal a demandé un cachet mirobolant pour retrouver son personnage fétiche, mais surtout, tout coûte plus cher à la fin des années 80 comparativement aux années 70. C'est pourquoi il y a moins de stars au casting. Certains méchants sont même campés par des visages assez méconnus du public, ce qui n'a pas aidé à garder un souvenir impérissable de ces affaires. Si on interroge les fans sur leurs aventures favorites, pas certain qu'il y en ait beaucoup appartenant au nouveau Columbo. Justement, mettez-moi dans les commentaires un top 3 ou top 5 de vos épisodes préférés de Columbo, je suis curieux de savoir s'il y en a quelques-uns appartenant à la seconde mouture. Si le Columbo des années 90 est autant décrié, sans être honni, ne faisons pas dans l'exagération, c'est aussi parce qu'il y a eu ces 2 aventures qui s'apparentent à des hors-séries et qui ont dérouté les fans. Commençons par l'enterrement de Madame Columbo. Alors, de manière très personnelle, j'ai rapidement deviné en quoi consistait le twist de l'enquête, et le problème dans mon cas, c'est que cette non-surprise est de la responsabilité de Peter Falk, que je n'ai pas trouvé très convaincant. Si elle n'apparaît jamais physiquement, l'épouse du lieutenant est évoquée dans presque tous les épisodes. Elle n'occupe pas une place pondérante dans notre consommation de la série, mais dans sa vie à lui, oui. Alors quand les scénaristes font croire que le policier de la brigade criminelle est frappé par la mort de sa femme, assassinée, on peut avoir un œil critique sur la platitude du jeu de Peter Falk qui ne semble pas si atterré. Donc, nulle scène de meurtre en guise de prologue, mais bien cette scène d'enterrement qui prend le public à rebrousse-poil. Ce 4e opus de la saison 9 est tout aussi déroutant par son incessant aller-retour dans le temps. C'est bien simple, la scène de l'enterrement se prolonge durant une bonne partie de l'épisode qui s'attarde sur une jeune femme blonde. Cette dernière, présente dans l'assistance, semble se réjouir de la mort de Madame Columbo.
Prénommée Viviane, elle joue un double jeu avec le lieutenant qui a, par le passé, arrêté son mari qui a fini par mourir en prison. Viviane prévoyait de tuer madame par empoisonnement, puis l'inspecteur. Elle pensait avoir rempli la première partie de sa mission, mais tout son plan a été anticipé par l'inspecteur qui jouait à merveille son rôle d'idiot utile pour mieux duper la meurtrière. Sur la forme, cet épisode était assez désagréable à contempler, une photographie très sombre et assez peu soignée. Mais un bon point néanmoins, c'est le mobile de Viviane. On évacue les stéréotypes de l'antagoniste bourgeois avide d'argent jamais rassasié. Là, c'est une simple vengeance personnelle. Viviane est une femme machiavélique, certes, mais brisée. Elle n'a rien à perdre et c'est ce qui la rend dangereuse. Son crime était d'ailleurs presque parfait. Le terme n'est pas galvaudé car c'est un vrai coup de chance qui permet à Colombo de la confondre pour le meurtre de son patron, qu'elle a bel et bien commis, lui. Petite subtilité habile en fin d'épisode, ce double portrait de Colombo est d'une femme élégante dont on pourrait penser, surtout après cette enquête, qu'il s'agisse de madame. Mais pas du tout. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. Tout ne fut pas mauvais dans ce Colombo 2.0 comme tout ne fut pas parfait précédemment. Dès la deuxième saison, les scénaristes de la série policière tentent une touche d'originalité avec SOS Scotland Yard qui se déroule exclusivement à Londres. On ne peut pas dire que cette enquête resta dans les annales de la collection. Cependant, il y a globalement plus à redire du produit des années 90. 2 ans après l'enterrement de Madame Colombo, William Link et Richard Levinson se montrent à nouveau fantaisistes en dégainant l'aventure à chacun son heure. Très vite on réalise que l'on ne suit pas une intrigue classique. Le meurtre se fait attendre, le mobile se fait attendre, l'identité du tueur ou de l'antagoniste aussi. En fait, rien ne se passe comme attendu par des fans qui resteront sur leur faim. L'élément déclencheur, c'est le kidnapping de la mariée, perpétré par un homme déguisé en chirurgien. Elle réapparaît ensuite bâillonnée, mais les motivations de l'individu demeurent floues. La mariée appartient à la haute, donc une demande de rançon est attendue, mais celle-ci ne viendra jamais. Le héros, lui, se montre sous des traits tout aussi atypiques. Le Colombo timoré en public laisse place à un oncle festif qui n'hésite pas à se dandiner sur la piste. Pas d'imperméable au début, le smoking est de circonstance, et il ne le quittera pas de toute l'enquête. Il finira quand même par retrouver son vêtement iconique en l'enfilant par-dessus ce smoking. Eh oh, c'est Colombo quand même. Précision importante concernant l'action, le mari qui recherche sa femme n'est pas seulement le neveu de l'inspecteur, il est lui-même policier à Los Angeles. À chacun son heure est adapté du roman N'épousez pas un flic sorti en 1976. Dans celui-ci, le kidnappeur est blessé par balle puis arrêté, tandis que dans la série, il meurt. Oui, c'est une autre particularité de cette aventure appartenant à la saison 10. Ce qui a déplu aux fans, c'est l'absence de mobile et d'alibi. Habituellement, ces notions sont la force des introductions de chaque enquête. Le kidnappeur de Melissa est simplement un homme traumatisé par son enfance, dans laquelle il a vu son père égorger sa mère avant de se suicider. Et quand on redécouvre la scène du bal et l'entraînant Colombo, il s'est plus amusé que ses propres téléspectateurs. Ils sont décédés à 1 an d'intervalle. Peter Falk, qui était très malade et n'avait hélas plus toute sa tête quand il s'est éteint à 83 ans le 23 juin 2011. Sa voix française, Serge Sauvion, qui a apporté une vraie touche sympathique au personnage, a rendu l'âme début 2010. On doit beaucoup à la voix de César dans les animés d'Astérix, et sans lui, pas certain que Peter Falk aurait connu pareil succès dans l'Hexagone. Si tu réussis, je ferai de toi l'homme le plus riche de Rome. En 1993, TF1 réunit 11,4 millions de téléspectateurs pour Couronne mortuaire, l'un des premiers épisodes du revival de la série à enquête. Il y a encore 6 ans, Colombo permettait à TMC de réunir 1 million de fans. Si le chiffre est aujourd'hui divisé par 2, le show policier reste encore très rentable pour le groupe TF1. Avant que Anne Hidalgo vienne s'y baigner, la scène a été le théâtre d'une drôle de scène, avec un Peter Falk qui a mordu à l'hameçon parisien. C'était au milieu des années 70. Déjà, il allait à la pêche aux indices. Mais sinon, dans les années 80, alors que la série est à mi-chemin entre son arrêt et son retour, l'acteur déclenche un bain de foule à Reims, aux abords de son hôtel. Le coquin est alors au volant d'une Peugeot 403 cabriolet. Et là, aucune retenue liée à ses fonctions, il s'invite dans une cave pour y goûter le traditionnel champagne. Rappelons que dans Colombo, à l'exception de l'épisode Quand le vin est tiré, dans lequel Colombo boit pour mieux piéger son ennemi campé par Donald Pleasance, on en a parlé, le lieutenant reste toujours sobre durant son service. Martin Lamotte, l'une des incarnations du Splendide, célèbre troupe orpheline de Michel Blanc depuis plus d'1 an, a scellé son admiration pour le flic au cigare en lui redonnant vie au théâtre. Le nom de la pièce, Meurtre sous prescription,
du nom du téléfilm qui révéla Peter Falk sous les traits de l'inspecteur. Non, mais peut-être que vous n'avez pas bien cherché. Oui, ou peut-être parce que ça n'est pas logique. Mais dites-moi, docteur, est-ce que je pourrais revenir chez vous en fin d'après-midi jeter un dernier coup d'œil? Une belle occasion de rappeler que le succès de Columbo se fit d'abord au 6e art avec des représentations pleines à craquer à Broadway. Pour ce show unique en son genre, on peut même parler d'une histoire d'amour à l'international. Diffusée dans 44 pays, la série a notamment marqué le vieux continent. En témoigne cette statue du lieutenant inaugurée en 2014 et que l'on peut admirer à Budapest, la capitale hongroise. Une statue de la taille de l'acteur dont le père avait des origines hongroises. Oui, comme dans chaque enquête ou presque, tout s'explique. En 1978, Peter Falk tourne Les Conspirateurs, en étant persuadé qu'il s'agit là de ses adieux à Columbo. Mais en 2003, alors qu'il fatigue et que la maladie d'Alzheimer commence à l'affecter au quotidien, il mène La Danse, titre de l'ultime enquête de l'inspecteur, sans s'imaginer que cette dernière signe la conclusion d'un format qui aura tenu sur 5 décennies. Effectivement, Peter Falk était prêt à ranger définitivement son imperméable pour une enquête prévue en 2007 et qui devait s'intituler La dernière affaire de Columbo. À cette époque, il n'était déjà plus question d'une série mais d'un rendez-vous unitaire, occasionnel, dont la sortie du prochain inédit était sans cesse repoussée, à l'image des volets suivants d'Avatar. Quand le public découvre Columbo mène la danse, il s'est déjà écoulé 4 années depuis la précédente affaire de l'inspecteur. Ainsi, 8 années auraient séparé les 3 dernières péripéties. Est-ce que l'acteur a perdu le truc par habitude de ne plus lui donner vie régulièrement ? Honnêtement, le problème ne se pose pas ici dans cet épisode. Bien sûr, Peter Falk fait ses 75 ans et il y a un contraste ou saignant, saisissant, avec l'univers techno qu'on nous rabâche dans les oreilles durant 1h30. C'est mieux. Égalise droite et gauche. Non, il y en a trop à gauche, baisse. Certaines scènes font un peu penser à un remake nanarisé de Trainspotting. Du côté de l'intrigue, une pirouette scénaristique nous fait découvrir l'existence du premier meurtre après la seconde mort qui, elle, fait office de prologue. La résolution du meurtre, bien qu'ingénieuse avec une mauvaise répartition des poissons dans l'aquarium, indiquant à Columbo qu'une petite place a sûrement été faite pour un cadavre, les premières contrariétés sont assez plates. Le lieutenant devine que la mort du journaliste qui serait tombé du toit est en réalité un meurtre, car des témoins présents non loin n'ont pas entendu la victime crier. C'est assez simpliste et un tantinet décevant pour un dernier épisode de Columbo. Là encore, quand la meurtrière est une femme, on fait attention à ne pas la faire passer pour une représentante pure et dure du mal. Elle est présentée au début comme une victime avant de franchir la ligne rouge en déguisant cet homicide involontaire en accident. Mafia, discothèque, techno, si vous n'aviez pas compris que Columbo avait changé d'époque, bon, et sitôt la boule à faciès rangée dans les cartons, ce sont les cigares de l'inspecteur qui se sont éteints puisque la série s'arrêta sur cette note contrastée. Oh, j'allais oublier une dernière petite chose. Après cette longue aventure ponctuée de 69 épisodes d'un niveau illégal, il faut bien l'avouer, Peter Falk se fit très rare sur les plateaux de tournage. Sa dernière participation remonte à 2009 dans la comédie American Co-Sleep avec un rôle très mineur, au contraire d'un Val Kilmer qui se situait en haut de l'affiche. Puisqu'il faut savoir s'arrêter, laissons le mot de la fin à notre héros qui reste le mieux placé pour l'exprimer. Jusque-là. Et pas plus. Columbo referme cette première décalogie de dossiers sur TV Files. Je remercie les fidèles d'avoir visionné, liké, commenté, de vous être abonnés. Charlie et Cheryl sont tous les deux très reconnaissants et espèrent toujours accueillir plus de monde. Pour un petit peu souffler, je proposerai un format un peu différent pour les 2-3 prochaines semaines avec des top 5. J'ai commencé à en faire sur des shorts avec la série Malcolm, mais ce coup-ci ce seront des vidéos classiques de 10 à 15 minutes. Et je commencerai avec un top 5 des meilleurs méchants par série, en me concentrant dans un premier temps sur Stargate. Je reproduirai ainsi cette formule avant un 11e dossier consacré à Dallas et qui sortira courant décembre. Aussi, j'en termine avec cette longue conclusion, je prépare d'ici le 25 décembre une vidéo spéciale consacrée aux meilleurs épisodes de Noël. Je sélectionnerai une vingtaine de séries très populaires avec pour chacune une intrigue inratable pour tous ceux qui aiment être imprégnés de cette ambiance magique féerique. Enfin, Noël quoi. Rassurons-nous, en 2025, Noël ça reste cool même si on répète à l'envi que sur TV Files, le bonheur est antérieur.